Bienvenue, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce 20h sur Eden TV, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 8 septembre 2021 en présence du président de la République Patrice Athanase Guillaume Talon. Plusieurs décisions en sont issues. Il s'agit entre autres de la fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022, de l'amende de carité et bien d'autres mesures normatives. À suivre, toujours en page Nation, la rentrée scolaire au Bénin aura lieu dans quelques jours, mais au niveau des stands de vente des fournitures, pas grande affluence encore. Nous vous le ferons constater dans ce journal. Et puis, bien loin des frontières du Bénin, les représentants de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont réunis ce mercredi au sujet de la situation nébuleuse en Guinée-Conakry. Dans le pays, plusieurs dizaines de prisonniers ont été libérés par les putschistes. Vous faites bien de nous rejoindre pour y suivre l'actualité. Je vous en parlais en titre. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 8 septembre 2021 sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions sont issues de cette rencontre. Il s'agit entre autres de la fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022, de l'amende de carité, du dédommagement des personnes affectées par les travaux de raccordement du nouveau poste de la zone économique spéciale de Glodjigbe et bien d'autres mesures normatives. En voici un extrait lu par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Roumbédi. Des mesures normatives. La fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des amendes de carité. L'ouverture de la dite campagne aura lieu le 16 septembre 2021 à Niki. Elle s'achèvera le 31 mai 2022. Le prix plancher d'achat aux producteurs est fixé à 100 francs CFA le kilogramme et constitue une reconduction du prix de la campagne écoulée conformément aux propositions des acteurs de la filière. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts du Fonds de développement de l'artisanat et nomination des membres et du président du Conseil d'administration du Fonds national pour l'environnement et le climat. Au chapitre des communications. En point 1, la réalisation de la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction et d'équipement d'un boulodrome international à Abomey-Calavi. Dans la perspective de l'organisation par le Bénin du championnat mondial de pétanque et Jeux provinciaux en 2022, le gouvernement a décidé de doter notre pays d'infrastructures conformes aux standards internationaux avec la construction d'un boulodrome de 2500 places intégrant des aires annexes de distraction. En point 2, la mission de contrôle et de surveillance des travaux du projet d'alimentation en eau de la zone économique spéciale de Glodjigbe. Dans le cadre de la mise en place d'un système autonome d'alimentation en eau de cette zone, les études techniques détaillées ont été déjà effectuées afin de déterminer la consistance des travaux. En point 3, le dédommagement des personnes affectées par les travaux de raccordement du nouveau poste 161/20 kV de la zone économique spéciale de Glodjigbe dans le cadre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Au chapitre des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées comme ci-dessous. À la présidence de la République, sur proposition du président de la République, vice-grand chancelier de l'Ordre national du Bénin, M. Falilou Adissa Akadiri. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la Fédération de Russie, M. Akambi André Okunlola Biaou. 24 heures plus tôt, conférence de presse des responsables en charge de la deuxième initiative de riposte contre la COVID-19 au Bénin. Ils ont expliqué à l'opinion publique les tenants et aboutissants de cette initiative et surtout les conditions d'inscription pour y bénéficier. En voici un extrait. L'inscription pour bénéficier de ce soutien ou bénéficier de ce programme a commencé depuis le 26 août dernier et devrait s'achever le 16 septembre 2021. Deux moyens d'inscription ont été mis en place, c'est-à-dire
une plateforme électronique pour permettre à ceux qui ont accès à Internet de pouvoir s'inscrire sur le site www.mesurecovid.finance.bj où les personnes désireuses ou les entreprises désireuses de s'inscrire peuvent aller vers les centres de promotion sociale sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement a retenu dans un premier temps de soutenir les micro, petites entreprises et ensuite les entreprises du secteur informel. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là sont réputées être les plus vulnérables. Donc c'est le lieu de demander à toutes les entreprises de s'inscrire parce que personne ne sera oublié. En tout cas, les entreprises qui sont dans ce scope-là, nous leur demandons de s'inscrire. C'est un soutien sur une période de 4 mois et ce sont des montants quand même relativement importants qui vont leur permettre de soulager un tant soit peu leur trésorerie. Mais on a juste besoin d'un facteur de reconnaissance. Donc une entreprise du secteur formel donc, qui a son registre de commerce, en plus on dit d'avoir un IFU, un identifiant fiscal unique. Deuxième condition, il faut être né avant le 1er janvier 2021. Il faut être né avant le 1er janvier 2021. Pourquoi? Parce que la crise a démarré depuis un certain temps et ces entreprises qui sont nées avant le 1er janvier sont les entreprises qui ont souffert beaucoup plus de la crise. Et troisième condition, il faut avoir un dossier complet. Pour les entreprises du secteur informel, il faudrait que ces entreprises-là soient reconnues, pas vis-à-vis du fisc, mais vis-à-vis soit d'une fêtière, soit de la préfecture ou alors des chambres de métiers. Pourquoi? Parce que, vous savez bien, l'informel, sont des entreprises que nous ne connaissons pas a priori, mais comme il s'agit des ressources publiques, il faudrait quand même que ces entreprises, on puisse les identifier quelque part. Dans un tout autre chapitre, les membres du bureau exécutif de l'ONG FORA entendaient Force royale pour la réconciliation et la paix en Afrique était face aux médias ce mardi. L'objectif est de présenter les membres du bureau et les activités menées au Bénin dans le cadre du maintien de la paix ou de la sauvegarde de la paix. Compte rendu, Clémence Tonocoin. L'ONG Force royale pour la paix et la réconciliation en Afrique, FORA, œuvre depuis 2 ans pour l'édification de la paix et une réconciliation des peuples au Bénin et en Afrique. Dans le cadre de ces activités, une délégation de la structure a été reçue en audience par plusieurs présidents d'institutions de l'État. Du médiateur de la République au bloc républicain de Biotchané, en passant par le Conseil économique et social et la Cour constitutionnelle, nous n'avons jamais de cesse de dire et de démontrer à nos vis-à-vis, avec détermination et esprit de suite, que dans notre lutte, menée méthodiquement de façon irréversible, pour la paix et la réconciliation, il n'y aura jamais une route démocrate, ni de pont républicain. Et que seule l'autoroute de la paix et de la réconciliation comptera. En attendant d'être reçue à la présidence, la délégation du FORA, au cours de son périple, n'a pas manqué d'inviter les présidents d'institutions à transmettre leur message au chef de l'État. À chaque station, la délégation de la FORA, conduite par son président, n'a de cesse de se prosterner aux pieds de nos vis-à-vis, que sont les présidents d'institutions, pour demander pardon, un très grand pardon, les invitant à transmettre le message au président, au père de la nation, pour le dégel total de la crise élastique sociopolitique de notre pays, le Bénin. Et que s'il le faisait, il aurait fait en mémoire de feu Monseigneur Isidore de Souza et d'autres dignes fils qui ont laissé leur vie pour la paix et la réconciliation dans notre pays.
Créée le 18 juillet 2019, l'ONG Force Royale pour la paix et la réconciliation en Afrique, FORA, entend travailler en synergie avec le pouvoir en place pour le retour au pays de tous les Béninois actuellement à l'étranger. Parlons maintenant éducation. Les stands de fournitures scolaires sont installés depuis quelques jours aux abords des artères et places publiques de Cotonou. À moins de 2 semaines de la rentrée scolaire, quelle est l'affluence qui prévaut au niveau de ces différents points de vente de fournitures? Frédéric Espoir-Roumambou a répondu à cette question. C'est un calme de cimetière ou presque qui est observé ce mardi au niveau de la majorité des stands de fournitures scolaires. Pourtant, nous sommes à 2 semaines seulement de la rentrée scolaire 2021-2022. Une situation qui désole Mousbao Boussari, vendeur de sacs. Vous êtes arrivé, vous avez vu comment tout est calme. Un calme plat, le calme d'un cimetière. Donc rien ne sort. La douane, tout est devenu excessivement cher. D'où les gens, leur bourse ne leur permet pas de se sacrifier à cela. La crise économique, couplée avec la pandémie de la Covid-19, les vendeurs tournent le pouce. Les quelques rares potentiels clients sont plus intéressés par le prix que par l'achat. Bon, il y a des parents qui viennent demander le prix et ils s'en vont, d'autres demandent, ils achètent. Mais ce n'est pas encore ça. Nous voulons que les parents sortent massivement pour venir acheter les fournitures pour leurs enfants. Je peux dire que pour le moment, ils viennent pour prendre connaissance des prix. D'autres viennent pour s'en procurer en même temps parce que la rentrée, il y a d'autres qui commencent avant. Donc, il y a d'autres qui prennent les fournitures en même temps. D'autres passent pour pouvoir avoir une idée des prix en attendant de revenir. Dans cette situation, Marie-Luc Adamou est venue sacrifier à la tradition. Il pense que c'est un devoir et quelle que soit la situation, il faudra l'assumer. C'est un devoir. Quand c'est un devoir, il faut tout faire pour honorer son devoir. Les enfants n'ont pas demandé à en être. Donc, quelle que soit la cherté de la vie, il faut tout faire pour satisfaire les enfants. C'est leur droit. Et à Francis Thierry Loco de conseiller aux parents de faire la politique de leurs moyens. Je voudrais que les parents aient de la mesure dans l'achat des fournitures scolaires. Et il faudrait négocier avec les enfants pour qu'ils puissent comprendre que mes parents sont à tel niveau de richesse. Riches ou pauvres, les parents ne doivent donc pas oublier que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Volet santé dans cette édition d'information. Les insecticides constituent l'une des méthodes privilégiées dans certains ménages pour repousser les moustiques principaux vecteurs du paludisme. Ce sont des produits qui ont des effets souvent nocifs sur la santé. Suivez ce reportage pour vous en convaincre. À chaque nuit, avant de se coucher, il faut utiliser ces insecticides. Sinon, vous ne pouvez pas dormir, les moustiques vont vous déranger. Comme Mora, des milliers de ménages béninois font usage des insecticides pour lutter contre les moustiques vecteurs du paludisme. Des méthodes qui évitent à certains citoyens la piqûre des moustiques, mais la pratique n'est pas sans conséquences sur la santé. Ça donne la toux, rhume. Souvent, je suis allergique à l'odeur. Bon, ça entraîne aussi certaines maladies. Des fois, quand on est dedans dans la chambre, ça nous donne le rhume. Si nous n'attendons pas à ce que la fumée finisse exactement, donc si nous restons dedans, nous sommes enrhumés. Ces produits sont en principe sans grand danger selon Dr Paul Aïlo, mais deviennent toxiques en fonction du type d'insecticide et de l'usage qu'en font certains. Les pyréthrinoïdes sont utilisés abondamment pour tuer les moustiques, comme aussi les moustiques imprégnés. Moustique imprégné, c'est imprégné d'insecticides. Donc ça va tuer les moustiques, mais ça touche la peau. Et les pesticides, les insecticides sont pulvérisés dans le ménage, sont pulvérisés et sont inhalés aussi. La plupart, c'est des produits qui créent de l'allergie. Allergie, c'est-à-dire lésions cutanées, avec des prurites, des démangeaisons et des boubouilles sur le corps. C'est parfois grave parce qu'on n'arrive pas à les traiter efficacement. Ça va créer des lésions durables sur le corps, comme des eczémas, ce qu'on appelle des eczémas cutanés.
D'autres formes d'insecticides, tout aussi nuisibles et accessibles à la plupart des ménages, sont les serpentins, mieux connus sous le nom de mosquitos. Allumés dans les chambres, la fumée de ces mosquitos repousse les moustiques. Les gens ont peut-être l'impression que ça tue. En fait, ça ne tue pas. En principe, c'est pour chasser ces moustiques-là. D'abord, la fumée va réduire l'oxygène de l'air. Donc, quand il y a fumée, il va y avoir diminution de l'oxygène. L'inhalation à long terme, ça va générer des troubles, notamment des troubles respiratoires. La sensibilisation déjà, ça crée au niveau des parois bronchiques, va créer des inflammations. L'inflammation de ces parois, celui qui n'était pas asthmatique va commencer à développer l'asthme. Pour éviter d'affecter la santé à travers l'usage des insecticides, Dr Paul Aelo préconise. Ouvrir les fenêtres, ce qui est normal, c'est ça, c'est d'ouvrir les fenêtres et les portes, de pulvériser, de faire dégager les insectes, surtout les moustiques. Et après, de laisser les portes ouvertes pour que ça sente. De l'air se renouvelle dedans, pour que l'odeur, la concentration de ces produits diminue avant de rentrer et fermer la porte. De ces différentes pratiques, pour se prémunir du paludisme, il faudra privilégier la moustiquaire imprégnée aux insecticides pulvérisants ou serpentins. Et pour faire le pont avec le reste du continent africain, des citoyens guinéens résidant à Cotonou sont préoccupés par la situation politique qui prévaut en ce moment dans leur pays. Ils se sont prononcés sur le coup d'État intervenu dimanche dernier en Guinée. Clémence Tonocoin a recueilli les avis de certains Guinéens résidant au Bénin. Ce qui s'est passé en Guinée, vraiment, nous regrettons. Les 5 ans que Alpha Condé avait demandé de plus, les Guinéens n'étaient pas contents parce que la Constitution n'a pas parlé de ça, ce qu'ils ont dit. Mais la Guinée, il fallait ça parce que vraiment on a un problème très difficile. Très difficile. 60 ans, on ne peut pas régler ça dans 10 ans. Non. Un militaire qui a fait le coup, c'est un militaire, ce n'est pas un petit militaire. C'est un militaire de carrière. Il a fait plusieurs pays. Et c'est un intellectuel. Vraiment, ça m'a étonné que lui fasse des choses comme ça en Guinée. Ça ne m'a pas plu, moi. Ça ne m'a pas plu du tout. Vraiment, moi, je ne suis pas content de cette coup d'État. Parce que l'Afrique a besoin d'institutions fortes. On n'a pas besoin de pagailles. Ça, c'est des pagailles. Ça, c'est de un. Deuxièmement, je ne fais pas confiance à ces militaires-là. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il prend des pouvoirs par des coups d'État. Et quand il prend des pouvoirs par des coups d'État, après, on voit ce qui va se passer. La Guinée avait perdu 20 et quelques années dans la main des militaires. Ils n'ont rien fait. Aussi encore été déçu du président parce qu'il avait voulu ce troisième mandat à tout prix. Donc vraiment, je suis pessimiste. Maintenant, je suis déçu de tout le monde, tous les politiciens guinéens, vraiment. Moi, quand même, vraiment, je suis déçu. Je suis déçu des militaires et je suis le président sortant. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays en Afrique ici qui est devant la Guinée. On a perdu plusieurs amis grâce à ce monsieur Alpha Condé. C'est un grand dictateur. Il y a plusieurs jeunes Guinéens qui ont perdu la vie grâce à lui. On remercie l'armée guinéenne. On les remercie très bien. On prie Dieu qu'Allah nous aide encore dans les années suivantes. Nous, on est trop contents, on est fiers de ça. Puisque le président qui était là-bas, là, il n'est pas bon. Il est venu il nous a fait sortir dans notre pays. Nous tous, on a fui au pays. Donc, le second qui est là actuellement, là, on veut que lui, il n'a qu'à faire différent. Nous aussi, on va rentrer dans notre pays. Ça. Nous, on veut quelqu'un qui est intellectuel, qui va aider le pays, qui va aider les jeunes.
Restons en Guinée pour dire que les représentants de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis ce mercredi au sujet de la situation dans ce pays. Déjà, un premier groupe de prisonniers constitué de plusieurs dizaines d'opposants au régime du président déchu Alpha Condé, détenu à la prison civile de Conakry, a été libéré en début de la soirée d'hier. Ces derniers ont été incarcérés à l'issue de la présidentielle contestée d'octobre 2020, un scrutin qui a permis à Alpha Condé de gagner un troisième mandat contesté. Précision. Ismaël Condé et ses compagnons de cellule retrouvent un à un le goût de la liberté. Après un an de détention à la maison centrale de Conakry, le premier vice-maire de Matam et ancien transfuge du parti au pouvoir invite les Guinéens à regarder vers l'avenir. On prie Dieu que l'ère là soit une nouvelle ère pour la Guinée, qu'aucun Guinéen ne se retrouve en prison pour ces mêmes motifs que nous. Nous sortons regarder pour continuer la lutte pour une Guinée libre et démocratique. À ses côtés, une vingtaine d'autres opposants au régime déchu arrêtés lors de la contestation l'an dernier contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Dans ces manifestations réprimées dans le sang, l'activiste Mamadi Onivogui, qui, malgré des jours difficiles passés derrière les barreaux, appelle au pardon. Moralement, je tiens parce que je suis un activiste de la démocratie et aussi un militant des droits de l'homme. Donc je savais que tout ce que je dénonçais, c'était dans l'intérêt de la population guinéenne. Donc je ne regrette rien. Moi, je pardonne tout. Je voudrais que la Guinée soit une Guinée nouvelle. Parmi les autres prisonniers libérés par la junte, Abdoulaye Ba de l'Union des forces démocratiques de Guinée ou encore Étienne Soropogui, président du mouvement Nos valeurs communes. Avec ces libérations, les putschistes veulent montrer qu'ils tiennent parole et donner des gages à la population. Autre symbole fort envoyé par ces militaires, le début ce mardi du démantèlement des postes mixtes armée, gendarmerie, police montés sur les principaux axes de la capitale. Des installations qui permettaient, selon les opposants, de juguler les manifestations. Le nouveau pouvoir mené par le colonel Mamadi Doumbouya semble donc dessiner les contours des prochains jours en Guinée, sous l'œil toujours inquiet de la CEDEAO. En tant que région, la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, nous ne pouvons pas vivre dans un environnement où on n'est pas sûr du début et de la fin d'un gouvernement. La CEDEAO s'oppose complètement et condamne complètement les interventions militaires dans les gouvernements. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, peut-être à cause de ce qui s'est passé au Mali. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que la CEDEAO n'accepte aucune intervention militaire. Un coup d'État, une crise guinéenne au cœur d'un sommet virtuel extraordinaire ce mercredi de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale pourrait décider de suspendre temporairement Conakry de toutes ses instances. Les dirigeants ouest-africains pourraient aussi nommer un envoyé spécial ou un médiateur chargé d'entrer en contact avec les putschistes. Eh bien, ce sera tout pour ce point de l'actualité sur Eden Télévision. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter et YouTube, et sur notre site internet www.benin-6eden.tv. Bonsoir.